Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso et de Savan TV en général, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Alors aujourd'hui, on parlera donc de divorce. On va terminer avec notre chapitre de divorce dans la chronique Question de droit avec Olivier Kabouri. On va voir aujourd'hui la procédure du divorce contentieux. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Bien avant cela, vous aurez la revue de presse présentée ce jour par Alphonse Ouedraogo, suivi de la rubrique invité du jour. Et nous parlons des journées de la jeunesse catholique avec notre invité. Et plus tard, on parlera aussi de la journée internationale de l'amitié avec les promoteurs de cet événement. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, pour cette aventure, nous sommes installés dans le quartier Wemtenga pour vous faire découvrir la rue Wemba Poko et c'est dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous découvrons justement donc la rue Wemba Poko, l'histoire de la Benjamin du Mogo Naba Ouvri d'alors. Alors, cette semaine, on vous fait découvrir cette rue-là que vous traversez dans le quartier Wemtenga. Alors, il s'agit donc de la rue Wemba Poko. On y va pour écouter le deuxième témoignage de la semaine. Je m'appelle Sandaro Henri Kaboré. Je suis le président de l'association Wemdoro. Vous savez qu'avant, n'importe quel problème, même les cas de jugement qui se faisaient sur le chef, il arrive souvent que quelqu'un soit condamné même jusqu'à la peine capitale. Et c'est le Wemba, lui seul, ou elle seule qui peut demander pardon pour qu'on libère la personne au lieu de la tuer. Alors, le Wemba, alors nos grands-parents nous ont informé que ici, le quartier Wemtenga, ici que vous voyez, alors tous ceux qui sont là, personne ne pouvait venir faire la force aux gens, au Wemba. C'était comme une terre conquise, une terre sainte, et il était interdit à la force. Même les recrutements militaires, les travaux forcés, le recrutement de l'armée, on n'a jamais pris quelqu'un de Wemtenga. Alors, moi qui suis arrêté devant vous, nos frères qui sont allés à l'école les premiers, ils ont à peine 10 ans entre nous. Il y a à peine 10 ans entre nous. Sinon, on n'a pas eu de grands frères ou de papas qui sont allés à l'école ou bien qui sont partis dans l'armée. Nous n'avons pas de militaires retraités, nous n'avons pas d'anciens combattants, on n'a rien ici. Alors, cela était que, comme nous étions chargés de la médiation, d'aller demander pardon, nous ne devons pas porter une arme. Nous ne devons pas aussi subir la force. Donc, le Wemba a été c'est une liberté qu'on a conférée au Wemba pour qu'elle puisse jouer son rôle. Alors, donc, je disais tantôt que quand il y avait des problèmes et qu'il y a un jugement, alors c'est le Wemba. Même s'il y a des mésententes aussi au sein de la cour, que ce soit un membre de la cour ou qui a des problèmes avec le roi, c'est le Wemba qui fait la médiation. S'il y a un problème entre communautés, c'est le Wemba qui fait la médiation. La cohésion dans son royaume, qu'il y ait la paix dans son royaume. C'est pour cela qu'on a institué le Wemba, pour qu'il y ait la cohésion et la paix. Donc c'est ce rôle que le Wemba joue jusqu'aujourd'hui. Généralement, le Wemba agit sur ordre, sur recommandation du Mogo Naba. Si le dossier est confié au coutumier, vous savez que bon, c'est maintenant que c'est vous qui parlez. Sinon, vous savez que depuis un certain temps, on ne parle pas de la chefferie coutumière. C'est surtout quand ça s'offre, alors tout le monde cherche la porte du Mogo Naba, il vient et qu'on essaie de faire calmer les choses pour qu'on reprenne. Sinon, bon, alors nous sommes dans un monde moderne où les institutions coutumières ou traditionnelles ne sont pas prises en compte. Vous savez que les responsables coutumiers, les chefs coutumiers n'ont pas la parole. Ils sont considérés sur le même pied d'égalité que tout le monde. Ce n'est pas ce qui se passe dans les autres pays. Mais ici,
ils n'ont pas de statut. Alors, donc, ce qui fait qu'on n'a pas un cadre pour nous, pour que nous puissions intervenir quand il y a une situation comme ça. Bon, c'est de façon informelle que nous résolvons les problèmes. Quand il y a une situation qui est parvenue, Sa Majesté le Moro Naba, qui appelle le Wemba, qui le confie, nous essayons de le résoudre. Et je pense qu'à chaque fois, nous avons trouvé toujours une solution heureuse. Donc il y a toujours eu entente lorsque nous réunissions les deux parties. Bien installé sur ce plateau, Alphonse Ouédraogo, que nous retrouvons à présent. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On débute par quel journal là? On commence avec le quotidien de Joël Manuel Dieudonné Zumrana, c'est-à-dire le journal Aujourd'hui au Faso, qui affiche ce matin promotion de la bonne gouvernance. La présidente du Faso se dote d'un code d'éthique et de déontologie. Hier à Panguin, 12 chefs oints par le Moro Naba, c'est-à-dire toujours dans ce quotidien. Plébiscité de Paul Kagame avec 99,15% au Rwanda. Le mandat de la paix avec la RDC, s'interroge le journal Bénin. L'ambassadeur du Burkina Faso convoqué, c'est un autre titre du quotidien. AES, la Russie salue la création de la Confédération des États du Sahel. Niger, une centrale thermique de 22,5 MW offerte par le Maroc, nous informe le journal Aujourd'hui au Faso. Le journal Le Pays, lui, écrit ce matin, promotion de la bonne gouvernance, la présidente du Faso se dote d'un code d'éthique et de déontologie. Gouvernance toujours, gouvernance en Afrique cette fois-ci. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a atteint ses limites dans la gestion des crises politiques. C'est donc la conviction de Boubacar Diallo. Carrefour, cet agent prête serment, écrit le journal. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit régularisation du site de promotion immobilière, rencontre entre gouvernement et promoteurs immobiliers cet après-midi. Frontière Côte d'Ivoire-Burkina, le désarroi d'un voyageur, c'est à lire à la page 2 du journal. Nonciature apostolique, Monseigneur Michael Krouti, affecté au Nigeria, nous informe le journal Le Pays. Terminons avec le journal L'Observateur Parlaga, qui barre à sa une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Guillaume Soro charge le président Ouattara. Autopsie médico-légale, nous fouillons le corps de fond en comble, déclare Dr W. Norbert Ramdé, médecin légiste, c'est-à-dire dans la rubrique carnet de santé du journal L'Observateur Palgam. Archidiocèse de Ouagadougou, la valse des prêtres. Choix du Premier ministre en France, ils sont fous, ces Gaulois. C'est donc à lire dans les humeurs de Bari. Présidentielle rwandaise, Kagame réélu à un score kagaméen, c'est-à-dire dans la rubrique Regard sur l'actualité. Pour terminer, le journal L'Observateur parlerait écrit Tour de France 2024, Binyam Garmé, le Black Pointer. J'en ai donc fini. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Donc au Bénin, l'ambassadeur du Burkina Faso a été convoqué par le ministre béninois des Affaires étrangères. Quelle est la raison? Alors, la raison est toute connue parce que cela fait suite donc à la récente sortie du chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'adressant donc aux forces de la nation, a donc eu à dire qu'au niveau donc du sol béninois, il y a des troupes françaises qui sont donc installées avec pour objectif de déstabiliser le Burkina Faso. Le chef de l'État, dans cette déclaration, a même pointé du doigt le pouvoir d'Abidjan qui aurait donc des centres d'opération. Et l'objectif est clair, c'est en tout cas déstabiliser le pouvoir au Burkina Faso. Donc, après cette déclaration, le pouvoir béninois s'est senti donc indigné. Il a qualifié ces déclarations, ces accusations d'allégations parce que
elles ne sont pas fondées. Donc, en convoquant l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin, il faut noter que cet ambassadeur, je crois bien, c'est David Cabré qui est en poste donc à Accra, qui est même ambassadeur Burkina Faso au Ghana. En le convoquant, cela respecte donc le principe diplomatique. Dans le jargon diplomatique, il faut dire que lorsqu'il y a cette brouille, par exemple, le principe ici, c'est de convoquer d'abord l'ambassadeur, l'entendre et bien entendu lui signifier de vive voix votre indignation par rapport à ce qui a été donc tenu comme propos. Je pense que c'est ce principe-là qui a été respecté par le pouvoir béninois, mais quitte à effectivement prouver que ce que le chef d'État a dit, si c'est vrai ou pas. Voilà, parce que le président du Faso a même dit qu'il y a des preuves que personne ne pourrait dire le contraire, qu'aujourd'hui, sur le sol béninois, il y a des troupes françaises, troupes militaires françaises stationnées, et l'objectif c'est quoi? C'est en tout cas de troubler la quiétude des Burkinabés, du pouvoir burkinabé. Donc je pense que cette convocation fait suite à ces sorties-là. Mais c'est difficile vraiment de savoir ce que les deux parties sont dites, mais on peut en tout cas retenir, selon les médias béninois, que ça fait suite donc à ces déclarations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. On attendra de voir certainement s'il y a une suite, on verra bien. Oui, parce que ça peut évoluer. Parce que ça peut évoluer à partir du moment où si les autorités béninoises, après donc cette convocation de l'ambassadeur, et après ce qui a été transmis comme message à l'ambassadeur, s'il n'y a pas eu de résultat, si le message n'est pas entendu, ça peut évoluer, ça peut arriver en tout cas à demander le départ de l'ambassadeur, et ça peut aussi amener à ce que les autorités burkinabées convoquent aussi l'ambassadeur béninois au Burkina Faso. Donc, vice-versa, ça peut déboucher vraiment sur la rupture des relations entre les deux pays. Nous avons vu ce qui s'est passé avec notre ambassadeur en poste au Ghana il y a quelques temps. C'était le général Normand Zagré qui était là-bas quand le président ghanéen a donc tenu des propos accusant le Burkina Faso ou voulant, en tout cas, nous avons suivi donc cette évolution, accusant le Burkina Faso de tout et de rien. Les autorités burkinabées n'ont pas apprécié. L'ambassadeur du Burkina Faso en poste au Ghana en son temps a été donc rappelé, et c'est après cela que David Cabré a donc remplacé Normand Zagré, qui est revenu aujourd'hui au Burkina Faso et qui est aujourd'hui comme chancelier des ordres burkinabés. Donc, affaire à suivre. On passe à la deuxième actualité, retour au Burkina Faso. On parle donc d'une mise en garde. Oui, on parle d'une mise en garde parce que c'est le Conseil supérieur de la communication qui, dans une déclaration, dans un communiqué, a signifié que une entreprise appelée Farida Cosmétiques procède donc à des diffusions de messages sur les réseaux sociaux qui font donc, ces messages font donc la publicité des produits éclaircissants, et alors que ça c'est interdit donc par nos textes. Donc c'est constatant donc ces messages diffusés sur les réseaux sociaux, je crois bien peut-être que c'est sur Facebook, que le CSC a donc réagi. D'abord, le propriétaire de cette entreprise a été donc entendu, auditionné, bien entendu avec le concours de la BLCC. Il a donc été identifié et auditionné. Et après ça, le collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication s'est réuni le 19 juin dernier, et décision a été prise comme une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si en tout cas l'entreprise continue dans cette lancée, elle peut subir une sanction plus lourde que celle-là. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il a été demandé à l'entreprise de faire encore des publicités pour effacer toutes les publicités, en tout cas, qui font la promotion
de la vente des produits éclaircissants. Donc, il doit en tout cas supprimer certains messages. Et à la limite, s'excuser et se ranger comme il se doit. Maintenant, le CSC n'a pas dit c'est sur quel réseau social. On dit les réseaux sociaux. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur TikTok qui est aujourd'hui animé par bon nombre de Burkinabés? Je pense que ces éclaircissements-là allaient donc nous situer davantage. Parce que je signale que aujourd'hui, je pense que le CSC doit aller au-delà. Doit aller au-delà parce que quand vous suivez par exemple le réseau social TikTok, vous vous rendez compte, vous voyez des filles, des femmes pratiquement nues, burkinabés. Je pense qu'il faut suivre à ce niveau. Mais oui, en fait, je crois que la loi permet aujourd'hui au CSC de regarder jusqu'à un certain nombre d'abonnés si vous en avez. Oui, ça c'est sur Facebook. Si vous avez plus de 5000 abonnés, vous devenez donc comme un média. Oui. Et en ce moment-là, vous devez vous adapter, respecter les textes parce que on peut vous sanctionner. Voilà. Malheureusement, je ne crois pas que TikTok soit vraiment le cas. Je ne crois pas qu'il y ait un regard sur ce réseau social là, et alors que c'est le réseau social où il y a tout et il y a n'importe quoi. Donc j'interpelle donc le président Idrissa Ouedraogo, le président du CSC, avec tous ces conseillers là, d'avoir un œil sur ça. À la limite, s'il faut encore relire les textes, il faut le relire, il faut l'adapter. Parce que la technologie avance et les réseaux sociaux aussi avancent. D'accord. Vraiment, on parle de TikTok et ça nous rappelle que quand même, il faut vous rappeler que la Chine a vraiment, c'est en fait qui est auteur en fait de TikTok, à réguler l'utilisation de TikTok. Ouais. On a dit quoi? À partir de 22h, c'est impossible même de se connecter à ce réseau social au niveau de la Chine. Et il y a un certain nombre même d'heures pour les travailleurs donc dans la journée, également pour les enfants pour utiliser TikTok. Chez nous, là, nous, on utilise du matin au matin, en fait. Il y a des gens qui dorment avec le téléphone jusqu'à au lendemain matin. Donc, vraiment, ça serait bien qu'on puisse jeter un coup d'œil sur ce réseau social-là, spécialement, parce que vraiment, bon, c'est pas pour... mettre de l'huile dans le feu. Donc mais le jeu en vaut la chandelle. C'est intéressant, ça serait important. Voilà. On parle maintenant de la présidentielle aux États-Unis. Trump désigné candidat des Républicains. Oui, Donald Trump qui vient donc d'échapper à un assassinat a finalement donc été retenu, désigné comme candidat des Républicains à la suite donc de la convention des Républicains qui s'est donc ouverte depuis le lundi et cette convention se poursuit jusqu'à jeudi. Ce qui veut dire que ça a été vraiment un moment très émouvant. J'ai eu la chance de suivre ça un peu, en tout cas depuis lundi. Trump aujourd'hui harangue la foule. Quand vous, après avoir échappé après voilà, la tentative d'assassinat, je puisse vous dire que son aura a augmenté. C'est comme on voulait faire du mal à quelqu'un et finalement, vous l'avez aidé. On dit à quelque chose, malheur est bon. Avec cette tentative d'assassinat manquée, Trump aujourd'hui est adulé, adoré par beaucoup d'Américains. Mais ce qui vient de se passer, c'est qu'il a été désigné lundi comme le candidat donc, des Républicains pour aller donc en course contre Joe Biden en novembre prochain pour la présidentielle aux États-Unis. En tout cas, sur du côté de Joe Biden, actuel président, il n'y avait pas vraiment de suspense. Ce n'était pas le cas au niveau donc, des Républicains parce qu'il y avait une ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui était vraiment un adversaire de taille. Finalement, elle a jeté donc l'éponge. Donc, Donald Trump est passé parce qu'il a eu beaucoup de délégués qui ont donc soutenu sa candidature. Aujourd'hui, ce qui en a de se faire jusqu'à jeudi, il est question donc de parler de son programme. Parler de son programme parce que même s'il a été désigné, il y a toujours des électeurs indécis, des électeurs qui n'ont pas encore dit ils sont pour tel ou tel parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à convaincre ces électeurs-là jusqu'à ce qu'ils aient donc une position, une posture, un camp.
Et je pense que c'est ce travail qui est en train d'être fait en parlant de la politique de Donald Trump des républicains sur l'immigration, par exemple, quand on sait que c'est quelqu'un qui a toujours été contre, en tout cas, l'immigration, en tout cas au niveau du sol américain. Il a même accusé Joe Biden d'avoir laissé les États-Unis devenir donc un fourre-tout. Beaucoup rentrent, alors qu'il y a dans cette immigration non contrôlée là que le banditisme augmente. La preuve lui-même, il a échappé donc à un assassinat. Il y a le manque de contrôle qui fait que on reçoit des gens qui n'ont pas de choses, qui sont pas des travailleurs. Donc ça change pratiquement la vie des Américains. Donald Trump, qui se veut donc un nationaliste, un républicain, veut donc lutter contre cela. L'autre point, c'est par exemple sa politique sur la criminalité. Il dit qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est devenu donc des gangs organisés. Il faut donc combattre aussi cet état de fait. Bien entendu, aussi avec sa politique au niveau du monde, Donald Trump a eu une autre lecture. Par exemple, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, lui, sa lecture est tout autre comme que celle vraiment de Joe Biden, qui l'accuse tous les jours. Je pense que ce sont ces points-là qui vont donc constituer les plats de résistance jusqu'à jeudi, pour en tout cas amener les électeurs indécis à se décider, à avaliser son programme, à le soutenir. C'est ce travail qui est en cours. On termine par le sport. On parle de Kylian Mbappé qui a été présenté au Real Madrid. Oui, on parle de Kylian Mbappé qui a été donc présenté hier aux supporters au stade Santiago Bernabéu. Il faut dire que c'est 85 000 spectateurs qui ont donc accueilli Kylian Mbappé. Ce n'est pas rien, 85 000 spectateurs qui accueillent un joueur de cette taille, de ce talent. Et ça montre à quel point les gens attendent beaucoup de lui. Un Real Madrid qui vient donc d'être sacré champion au niveau donc de la Ligue des Champions, qui a remporté beaucoup de titres aussi au niveau espagnol. Il faut dire que quand vous mettez les pieds dans ce club, la pression est telle que vous devez commencer à avoir beaucoup vraiment de soucis à vous donner. Il a dit que c'est un rêve qui vient donc de se réaliser parce qu'il y a de cela 12 ans. Il a été donc au stade Santiago Bernabéu visité avec donc le concours de Zinedine Zidane, et 12 ans après, il devient donc un joueur de cette grande équipe. En tout cas, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Plusieurs jours, il rêvait de comment il allait se prendre, comment les choses allaient évoluer. En tout cas, depuis quelques années, Kylian Mbappé, qui a toujours aimé cette équipe-là, a été contacté pour donc être signé, pour signer son contrat avec le Real Madrid, mais ça a toujours été donc ajourné, reporté à d'autres dates, mais cette fois-ci, on peut dire que ça a été la bonne. Mais ce qu'il a dit aussi, c'est que c'est un autre rêve qui commence. Quand on sait qu'une équipe comme le Real Madrid, qui n'est pas une petite équipe, qui a déjà beaucoup de trophées, de Ligue des Champions, du championnat, un Super Coupe et beaucoup d'autres choses, quand vous atterrissez donc dans cette équipe, il faut vraiment commencer à avoir ce rêve-là de faire mieux, ou du moins en tout cas faire que les meilleurs qui sont passés au Real Madrid. Surtout que son idole, c'était donc Cristiano Ronaldo, lui qui a raflé beaucoup de trophées au Real Madrid, en se retrouvant donc dans un club comme le Real Madrid. Il faut comprendre que si on a une idole comme Cristiano, on doit se donner comme il s'est donné. C'est un Kylian Mbappé tout heureux qui a retrouvé donc son club de rêve. Oui, comme on le voit, et la saison promet, la saison qui commence promet vraiment tendue parce que l'adversaire direct, le FC Barcelone aussi, est bien installé et bien en forme. Et les deux équipes pourront donc se mesurer et on verra. Bonne chance à tous les deux équipes.
toutes les deux équipes. Toutes les deux équipes. Merci bien, Alphonse. Merci bien, Madame Nikema. On va à présent découvrir les couleurs du temps, c'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'abbé Joseph Konsigui. Il est donc là pour nous parler des Journées nationales de la jeunesse, pour dire de la jeunesse burkinabé surtout. Alors, je rappelle que l'abbé Joseph Konsigui est aumônier des lycées et collèges donc de Ouaga. Il est par ailleurs président du comité d'organisation des JNJ Ouaga. Voilà, parce qu'il faut rappeler que le niveau national va se passer au niveau de Bourgoin du Lasso. On en parlera tout à l'heure. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci de nous rejoindre. Alors, vous relevez de Ouaga, vous relevez de l'archidiocèse de Ouaga. Commençons déjà à dire un mot sur l'archidiocèse de Ouaga. Merci beaucoup de ce cadre que vous nous donnez pour parler des Journées nationales de la jeunesse. L'archidiocèse de Ouagadougou est cette église particulière qui est sur le territoire de Ouagadougou et de ses environnants. L'archidiocèse de Ouagadougou regroupe 34 paroisses sous la coupe de Monseigneur Prosper Contiebo, nouvellement nommé archevêque métropolitain de Ouagadougou. Donc c'est brièvement présenter l'archidiocèse de Ouagadougou. Voilà. Alors, vous êtes le président du comité d'organisation des JNJ Ouaga, donc les journées de la jeunesse, les journées nationales de la jeunesse Ouaga, voilà, il faut le rappeler. Alors, comment en fait la jeunesse catholique est organisée en général? La jeunesse catholique est organisée à plusieurs niveaux. Voilà. Il y a le niveau national, le Conseil national de la jeunesse, qui s'occupe de tous les jeunes au niveau du Burkina Faso, dans la conférence épiscopale, voilà, le Burkina-Niger. Et il y a maintenant les sous-groupes, voilà, qui est constitué des jeunesses diocésaines. Voilà, il y a la jeunesse diocésaine de Ouagadougou, il y a la jeunesse diocésaine de Kaya, de Ouayugia, de Dori, de Fara, etc. Et justement, au niveau les groupes diocésains travaillent en collaboration avec la structure nationale dans une même fêtière. Voilà. Et ensemble, ils ont un programme d'activité annuel et avec un aumônier national. Voilà. Et aussi des aumôniers diocésains et aussi des aumôniers paroissiaux. Donc les paroisses sont dans le diocèse et les diocèses sont dans la conférence épiscopale au niveau national. Alors, voilà. L'abbé Konsigui, on sait que très souvent au niveau justement des paroisses, il y a des structures de jeunesse qui font notamment des activités, que ce soit des activités donc bibliques, des activités en lien avec la religion, mais surtout aussi des activités récréatives souvent. Alors, comment on les appelle ces structures au niveau paroissial? Voilà, paroissial. Exact. Au niveau paroissial, il y a ce qu'on appelle les mouvements d'action catholique. Alors, les mouvements d'action catholique sont des cadres d'expression des jeunes et de formation. Donc, il y a d'abord la jeunesse étudiante catholique, GEC. Il y a le mouvement eucharistique des jeunes. Bon, il y a beaucoup d'autres mouvements. Le mouvement Samuel, le mouvement des chorales, etc. Mais ces différents mouvements sont regroupés dans une même fêtière que constitue la jeunesse catholique. Donc, il y a la jeunesse paroissiale qui regroupe tous les jeunes qui sont dans ces différents mouvements. C'est-à-dire que la jeunesse paroissiale ou la jeunesse diocésaine n'est pas un mouvement, mais elle regroupe plutôt tous les autres mouvements. Voilà, dans un grand ensemble avec un aumônier diocésain. Et quand il y a des activités au niveau de la jeunesse paroissiale ou diocésaine ou au niveau national, tous sont concernés. D'accord. Voilà. J'ai voulu qu'on détaille un peu tout ça pour avoir une idée de qui organise et qui va participer surtout donc à ces journées nationales de la jeunesse. Justement, c'est quoi les journées nationales de la jeunesse? Alors, les journées nationales de la jeunesse, c'est une réponse aux journées mondiales de la jeunesse qui se tient au niveau mondial. Et cette année, en 2023, les journées mondiales de la jeunesse, JMJ 2023, se sont tenues à Lisbonne avec
sous le patronage du Saint-Père, le pape François, et avec tous les jeunes du monde. Beaucoup de jeunes de notre pays, le Burkina Faso, y ont pris part. Voilà. Et c'est en réponse à ces journées mondiales de la jeunesse que la conférence épiscopale Burkina-Niger a voulu qu'il y ait des journées nationales de la jeunesse au niveau de notre pays, le Burkina Faso, pour permettre à tous les jeunes qui n'ont pas pu participer au JMJ, cette rencontre avec le Saint-Père, le pape François, de se retrouver aussi au niveau national pour faire corps et se partager les idées qui ont été développées au niveau mondial et encore se redynamiser pour marcher ensemble dans ce pays, le Burkina Faso, afin de changer effectivement notre pays pour que l'avenir soit toujours radieux. C'est dans ce sens que les journées nationales de la jeunesse se tiennent ici au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Et l'activité, ça va se tenir à Bobo pour parler des journées nationales de la jeunesse. Mais déjà à Ouagadougou, il y a ce que vous appelez les pré-journées. C'est ça. De quoi s'agit-il? Donc, bien, vous venez de dire que les journées nationales de la jeunesse se tiennent à Bobo-Dioulasso, mais à Ouagadougou se tiendront ce que nous appelons les pré-JNJ, donc les pré-journées nationales de la jeunesse. C'est un cadre de 2 jours dans lequel les jeunes de l'archidiocèse de Ouagadougou vont se retrouver pour faire corps, donc prendre connaissance les uns des autres, créer un vivre ensemble, se connaître, se découvrir avant de partir à Bobo-Dioulasso. Alors à Ouagadougou, il y a un programme bien chargé qui attend les jeunes. Voilà, c'est un cadre de prière, de rencontres fraternelles, de formation et de sensibilisation. Voilà, et avant de prendre effectivement le vol ou bien la route pour Bobo-Dioulasso. Voilà. Monsieur l'abbé, quand vous parlez on revient sur les activités d'un cadre de rencontre, de formation, ça sera quoi concrètement le programme de ces 2 jours? Alors, ces 2 jours sont vraiment d'un contenu intense parce que nous voulons que les jeunes vraiment puissent d'abord se retrouver ensemble. Voilà. C'est d'abord cela. Parce que le thème des JNJ au niveau de Bobo-Dioulasso, c'est le suivant: marcher ensemble. Donc, marchons ensemble. Voilà. Angata Nyoron fait, voilà, en dioula. Voilà, même si mon dioula est imparfait. Donc, marchons ensemble, en anglais, together. Donc, en vue de se marcher ensemble au niveau des JNJ, nous voulons d'abord faire corps dans l'unité et dans la joie et dans la solidarité. Parce que nous allons aller rencontrer beaucoup d'autres jeunes qui vont venir des 4 coins du Burkina Faso et de la sous-région. Voilà. Donc, nous voulons d'abord que ces jeunes puissent d'abord se retrouver à Ouagadougou, qu'ils fassent un corps dans l'unité, dans la joie, dans la solidarité, avant d'aller ensemble. Donc, dans ce sens, il y aura des cadres de découverte mutuelle et des cadres de prière, rencontre avec Dieu, prière pour notre pays, le Burkina Faso, et pour la paix dans la sous-région. Voilà, des cadres de rencontre avec l'autorité ecclésiale, notamment Monseigneur Prosper Contibo, et des cadres aussi de formation, voilà, technique, socio-professionnelle, et beaucoup d'autres choses. Et quand vous parlez notamment de rencontres avec la jeunesse et puis les autorités, pour les pré-JNJ, vous allez les tenir quand, avant d'aller à Bobo? Alors, merci. Les pré-JNJ se tiendront du 28 au 30 juillet. Ok, donc, 28 juillet au 30 juillet. Et le 31 matin, très tôt, voilà le départ pour Bobo-Dioulasso. Est-ce à dire que vous allez interner les jeunes durant ces 2 jours Effectivement, les jeunes seront internés, voilà, durant ces 2 jours pour qu'ils puissent être ensemble tout le temps de ces 2 jours-là, voilà, afin que le brassage puisse être fait, voilà, pour qu'ils puissent d'abord s'accepter mutuellement dans la tolérance, voilà, parce qu'on peut pas marcher ensemble si on ne s'accepte pas, voilà, si on ne s'accepte pas et puis si on ne se connaît pas. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on veut qu'ils soient ensemble. Ils seront effectivement internés, voilà, dans la ville de Ouagadougou avant de prendre la route. Est-ce qu'il y a des conditions pour participer d'abord au pré-JNJ? On verra pour les JNJ à Bobo. Les conditions pour participer au pré-JNJ, c'est très simple.
il faut le vouloir d'abord. D'accord, la volonté. La volonté. Et avoir la santé. Et le pouvoir, voilà. Voilà le pouvoir, la santé, et puis avoir les moyens. Bon, c'est 25 000 francs comme frais de participation au pré-JNJ et au JNJ. Bon, ah, d'accord. Oui, puisque c'est le même groupe qui fera le déplacement. Donc, 25 000 francs pour les pré-JNJ et les JNJ. Et voilà. Donc, dans les 25 000 francs, quand on enlève les frais de transport aller-retour, 14 000 francs en gros. Et les frais d'inscription même au JNJ à Bobo-Dioulasso font 5 000 francs. Alors, 5 par 000 personne? Oui, par personne. Okay. Donc, déjà, vous voyez que la somme est en train de diminuer. Et maintenant, donnant droit à un kit du pèlerin et aussi, bon, un peu pour les pré-JNJ. Donc, vous voyez. Mais après, quand vous convergez les jeunes à Bobo, est-ce que c'est le comité de Bobo qui s'occupe de leur restauration, l'hébergement et tout? Voilà. En effet, justement, comme l'organisation est faite de façon échelonnée, nous, notre rôle est d'organiser au niveau diocésain à Ouagadougou. Et quand nous arrivons au niveau de Bobo-Dioulasso, c'est l'équipe nationale qui prend les jeunes en charge. Bien sûr que nous allons jouer un rôle pour les aider à encadrer, à accompagner les jeunes, mais c'est eux qui travaillent depuis des mois pour vraiment accueillir ce monde de la jeunesse. Parce qu'il y a le comité national des journées de la jeunesse, des journées nationales de la jeunesse qui est installé donc, au niveau de Bobo. Alors, l'abbé, monsieur l'abbé, on va quand même dire un mot sur la journée nationale de la jeunesse qui va se tenir à Bobo. Vous avez dit vous allez organiser l'équipe de Ouagadougou. Donc, c'est bien que pour ceux qui veulent participer, passent par votre équipe, parce que certains peuvent dire, comme les GNJ se passent à Bobo, on y va directement, mais c'est bien qu'ils passent par les pré-GNJ au sein donc de Ouagadougou pour pouvoir suivre le mouvement à Bobo-Dioulasso. Mais une fois à Bobo, vous avez dit, c'est entre les mains vraiment du comité national d'organisation. Mais c'est quoi aussi les résultats attendus de ces GNJ-là? Et généralement, comment ça se passe? Alors, les résultats attendus de ces GNJ, c'est vraiment une jeunesse joyeuse. Voilà. Une jeunesse joyeuse, pleine d'espérance. Voilà. Et décidée pour améliorer la situation de notre pays. Voilà. Nous savons que notre pays est marqué depuis un certain temps par l'insécurité, par vraiment l'extrémisme violent, par les conflits communautaires, et j'en passe. Voilà. Mais nous savons que la jeunesse est actrice de changement. Voilà. Si les jeunes se décident aujourd'hui de changer la situation, elle peut bien contribuer énormément. Voilà, énormément. Notre population est majoritairement jeune. Alors, ces journées nationales de la jeunesse ont pour objectif de conscientiser, de sensibiliser, de redynamiser. Voilà. De montrer aux jeunes qu'ils sont acteurs de l'avenir. Ils sont acteurs de l'avenir et ils peuvent, effectivement, s'ils le veulent, changer les choses. Alors, c'est d'abord conscientiser, créer un esprit de patriotique, voilà, pour un réveil. Voilà, et ensuite, aider les jeunes à rencontrer Dieu à travers des moments de prière. À Bobo-Dioulasso, il y aura des soirées de prière, de louanges et des lieux d'écoute où les jeunes peuvent se faire écouter, partager leurs problèmes personnels et avoir des adultes qui puissent les guider. Voilà. Il y aura des lieux de formation comme de développement personnel, de leadership et beaucoup d'autres choses. Et aussi des formations au niveau des thématiques religieuses sur leur foi pour qu'ils puissent vraiment être des témoins de sel et lumière dans ce pays, le Burkina Faso. Et bien sûr, la rencontre avec les autorités sera des cadres de rencontre d'échange. Voilà, pour que les aînés, les anciens puissent partager vraiment leurs expériences à la jeunesse aujourd'hui qui a besoin de repères. La jeunesse a besoin de repères pour pouvoir avancer, qu'ils croient en eux-mêmes. Voilà. Alors,
Donc, c'est à peu près le même programme. Voilà, c'est à peu près de le la même manière dont programme. vous avez expliqué, c'est à peu près Exact. le même programme. Mais c'est un avant-goût. Les pré-JNJ sont un avant-goût des JNJ. Voilà, juste pour qu'ils soient déjà préparés. C'est ce qui les attend même au JNJ. D'accord. Pour qu'ils soient vraiment, ils profitent au grand maximum. Et la différence, c'est qu'il y aura des jeunes des autres localités du Burkina, comme vous avez dit. Oui. Parce que si Ouaga se déplace à Bobo, il rencontre déjà les jeunes de Bobo. Voilà. Il y aura Kaya, et on espère, C'est et ça. d'autres localités qui vont venir. Exact. Et voilà, ça veut dire que ça fera Un grand nombre, un grand groupe, voilà, de pour gérer. effectivement marcher ensemble. Et bien sûr, il y a des jeunes de la sous-région que nous attendons Ah aussi. oui, ah oui, bien ok. sûr. Des De jeunes quel pays, par exemple? La Côte d'Ivoire, Côte le d'Ivoire. Mali, le Niger, le Bénin et le Togo. Ah oui. Voilà. Peut-être du Sénégal. En tout cas, beaucoup vont venir, voilà, converger sur Bobo Dioulasso. Parce qu'on se sent frère. C'est Voilà, ça. on se sent frère et on marche ensemble. Alors, monsieur l'abbé, vous avez dit les pré-JNJ vont débuter le 20 combien de ce mois? Alors, les pré-JNJ débuteront le 28 juillet. 28 juillet à Oui, Ouaga, à donc Ouagadougou. jusqu'au 30. 30. Et le 31, vous êtes à Bobo. À Bobo Vous Dioulasso. partez très tôt le matin à Bobo. Exact, exact. Maintenant, les journées nationales de la jeunesse à Bobo se déroulent du 31 à quel jour? Donc, les journées nationales de la jeunesse se dérouleront du 31 juillet au 4 août. Ah oui, c'est sur 5 jours. Sur quand 5 même. jours, voilà, 5 jours. Ok. Voilà. Nous attendons au moins 6 000 jeunes ou plus. Voilà, 6 000 jeunes ou plus. D'accord. Merci. On est en train de tendre vers la fin de notre entretien. Mais vu que vous attendez les jeunes de Ouagadougou pour les inscriptions au JNJ, mais surtout à participer aussi au pré-JNJ qui va se tenir à Ouaga à partir du 28 juillet. 28 juillet. Vous avez dit les conditions, c'est 25 000 francs donnant droit à la participation aux journées nationales donc, de la jeunesse à Bobo. Alors, comment on s'inscrit, monsieur l'abbé? Alors, comment on s'inscrit? Mhm. Disons que les inscriptions au niveau national sont presque arrivées, presque achevées ou Ah oui, terminées. oui, au niveau Parce que, national. oui, Oh, d'accord. donc, si bien que peut-être au niveau de l'archidiocèse de Ouagadougou, on peut encore s'inscrire pour profiter des pré-JNJ. D'accord. Ben, sinon, le site, parce qu'il y a un site qu'ils ont ouvert où on peut s'inscrire en ligne. Ok, vous Voilà. avez déjà inscrit vos jeunes de Ouaga. Hein? Exact. Ok. Voilà, nous avons inscrit tous nos jeunes de Ouagadougou. Ils sont au moins 1000, 1200. D'accord. Voilà, nous les avons tous inscrits sur le site avec la contribution de 5 000 francs. Et maintenant, nous organisons maintenant au niveau national. Donc, Au on niveau peut quand même diocésain participer au pré-JNJ. Oui. Même si on n'arrive pas à aller à Bobo, on Exact. aurait profité Si avec nous la avons jeune. ouvert cette possibilité aux jeunes de Ouagadougou qui ne peuvent pas, certains n'ont pas les moyens forcément, ou ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a des jeunes professionnels C'est vrai. qui ne peuvent pas aller passer jusqu'à 5 jours à Bobo Dioulasso. Alors nous avons ouvert la possibilité à ce qu'ils puissent profiter des 2 jours de formation. C'est ça. Voilà, quelque chose aussi de goûter. Voilà, ce qui sera un peu, oui, parce qu'il quand même, il manque quelque chose, mais il profite quand même de quelque chose. Voilà. Mais il faut profiter pour comment? demander aussi Ok. des soutiens matériels ou financiers. Ah bon. Parce que, comme je vous ai décrit, les 25 000 francs comme frais de participation, c'est juste vraiment pour couvrir quelques charges. Voilà, quelques charges liées à l'activité. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte. Et vraiment, nous comptons vraiment sur la solidarité et la générosité des uns et des autres pour aider vraiment le comité d'organisation à réussir cette activité, cette grande messe de la jeunesse. D'accord. Voilà. Néanmoins, pour les pré-JNJ, vous avez dit qu'on peut s'inscrire, donc, effectivement. comment on le fait? Comment on le fait? Et il faut prendre attache avec la jeunesse paroissiale. Ah d'accord, Voilà, il faut repartir au voilà, niveau de la repartir à la paroisse. base Ok. et s'inscrire. Eux, ils prennent attache avec le comité d'organisation au niveau diocésain et voilà, la personne est bien inscrite. D'accord. Bon, mais il y a la possibilité aussi de nous contacter directement. Hein. Ok. Voilà, nous ne sommes pas trop dans les protocoles. Ça peut aller directement. D'accord. Voilà, pourvu que la personne veuille bien participer. Et puis bon, voilà.
Pas de souci. C'est bien noté, monsieur l'abbé. Et puis, je sais que pour ceux qui partent à l'église, en tout cas, c'est ceux qui ont l'information déjà. Exact. N'est-ce pas? Vrai, oui. Qui participent aux activités de jeunesse au sein de leur paroisse. C'est sûr que l'information est passée, mais c'est bien qu'on puisse passer ça à tout le monde. Au moins, quand votre fille ou votre garçon viendra vous dire, ah, tenez, les parents, on doit participer aux Journées nationales de la jeunesse qui vont se tenir de temps à temps, vous allez savoir que oui, c'est vrai. Merci bien, monsieur l'abbé. Je vous en prie. C'était un plaisir de discuter une deuxième fois avec vous. Parce que je me rappelle que vous étiez passé une autre fois sur notre plateau. Donc, on aura d'autres occasions. S'il plaît à Dieu. Oui. Merci beaucoup pour ce cadre encore que vous nous donnez. Vraiment, nous nous sentons chez nous. La jeunesse se sent à Savane TV. Parce que toutes les fois où nous avons tapé à votre porte, vous avez ouvert votre porte pour nous accueillir. Et c'est une occasion solennelle pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et spécifiquement pour la jeunesse catholique. Merci bien. Beaucoup. Je rappelle que nous recevions comme invité l'abbé Joseph Konsigui. Il était là pour nous parler notamment de la Journée nationale de la jeunesse burkinabé. Et je rappelle qu'il est le président du comité d'organisation des Journées nationales de la jeunesse au niveau de Ouagadougou. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien. Pour la suite de cette aventure, nous sommes à présent avec Olivier Caboret de l'association Juristes sans frontières pour notre chronique Questions de droit. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là. Alors Olivier, on a entamé donc il y a maintenant de cela 3 semaines le thème sur le divorce. On a parlé du divorce par consentement mutuel avec ses effets, sa procédure. Et la semaine dernière, on a parlé du divorce contentieux. Donc, et on n'a pas pu finir avec ce thème aujourd'hui, on va le terminer. Mais on rappelle ce que c'est que le divorce contentieux, les définitions en quelque sorte. Alors, effectivement, depuis un certain temps, nous sommes sur le divorce. Et l'objectif, c'est de donner quand même un certain nombre d'informations, c'est d'orienter les téléspectateurs par rapport à ces notions-là. Alors, pour revenir sur la définition et répondre par la même occasion à votre question, il faut savoir que quand on parle de divorce déjà, on parle de dissolution du mariage du vivant des époux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai dit que la dissolution du mariage peut arriver aussi si l'un des époux décède. Alors, le divorce contentieux, c'est le divorce dans lequel les époux ne s'entendent pas sur les modalités de rupture ou de dissolution du mariage. Ça veut dire que l'un des époux mécontent de la vie commune ou du comportement de l'autre décide d'aller voir le juge et de lui demander de mettre fin au mariage. Donc le divorce n'est pas fait de façon consentie comme dans le cas du divorce par consentement mutuel. Ici, il y a on peut dire un contentieux au fait. Parce que c'est l'un des époux qui décide, on ne se concerte pas. Non, c'est l'un des époux qui décide d'aller vers le juge et de demander de mettre fin au mariage. Ok. Le divorcement contentieux. Maintenant, dans quel cas on peut demander un divorce contentieux? Alors, la dernière fois, j'avais parlé de la sacralité du mariage. Ce qu'il faut retenir, c'est que le législateur qui représente la société au regard de la sacralité du mariage a voulu mettre un certain nombre de conditions en place pour pouvoir accéder au divorce. Parce que le mariage est une chose très pertinente et il ne faudrait pas permettre à tout le monde de se marier à tout bout de champ et de divorcer à tout bout de champ. Donc, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Alors, le législateur a jugé bon de déterminer 5 cas dans lesquels les époux peuvent aller vers un divorce. Et ces 5 cas, nous allons les donner tout à l'heure. Le premier cas, ou si vous voulez, la première hypothèse dans laquelle le législateur permet un divorce, c'est quand la vie commune devient intolérable par suite d'adultère, d'excès, de sévices ou d'injures graves. Le législateur a mis la possibilité en place pour l'un des époux qui est dans l'un des cas que j'ai cités tantôt, d'aller demander qu'on mette fin au mariage.
La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où la vie familiale et la sécurité des enfants sont gravement compromises par l'inconduite notoire ou l'abandon matériel ou moral du foyer. Ça veut dire que l'un des époux se comporte de telle sorte à mettre en danger la sécurité des enfants ou la vie familiale. Et en ce moment, l'époux indulgent à la possibilité d'aller devant le juge et de demander de mettre fin au mariage. Ok. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'absence. Dans un cas de déclaration d'absence prononcée en respectant les règles édictées par le code des personnes de la famille, l'époux présent a la possibilité aussi de demander le divorce pour cause d'absence. Par exemple, quand l'un des époux quitte la maison pour aller au boulot ou pour aller au gré, comme on aime le dire, et depuis sa sortie, il donne plus de ses nouvelles. Ça veut dire il est parti et au bout d'un certain temps, le monsieur ne revient pas, il ne donne plus de ses nouvelles. Ou la femme ne revient pas, elle ne donne plus de ses nouvelles. Donc, au bout de 2 ans, l'époux présent a la possibilité d'aller voir le juge, de lui demander de déclarer ce qu'on appelle une présomption d'absence. Okay. Et 2 ans après, il peut encore demander au juge de prononcer ou du moins de déclarer l'absence proprement dite. Et en ce moment, l'époux présent peut demander le divorce. Okay. Et en 4e position, c'est le fait de vivre séparés de façon continue depuis au moins 3 ans. Donc, quand vous vivez de façon continue, séparés, depuis au moins 3 ans, l'un des époux a la possibilité d'utiliser cela pour demander le divorce. Et en dernière position, le législateur a prévu qu'en cas d'impuissance ou de stérilité médicalement constatée, l'un des époux ait la possibilité de demander le divorce. Ok, merci pour ces 5 cas cités. Mais restons sur le cas justement du divorce contentieux, puisque c'est le thème aujourd'hui. Devant quelle juridiction en fait les époux doivent se présenter pour un divorce contentieux? Alors, pour les questions de divorce contentieux, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Et maintenant, quel tribunal de grande instance? Il faut savoir que si les époux vivent dans un domicile commun, si les époux vivent toujours ensemble, c'est le tribunal du domicile commun des époux qui est compétent. Maintenant, si les époux ne vivent pas ensemble et qu'il y a un qui vit avec des enfants mineurs, les enfants du couple bien sûr, mineurs, le tribunal compétent sera le tribunal du domicile de ce dernier-là, celui qui vit avec les enfants mineurs. Et si on n'est pas dans l'un des cas que j'ai cités tantôt, c'est le tribunal du domicile de la personne qui n'est pas à l'initiative du divorce. Les juristes disent que c'est le domicile du défendeur qui est compétent, le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent. Voilà. Donc la personne qui n'a pas initié, ou du moins qui n'a pas demandé le divorce, c'est le domicile de cette personne qui est compétent. Ok, celui qui a demandé le divorce le rejoint. Voilà. Voilà, il doit aller dans le domicile de la personne, de son époux, dans le tribunal de grande instance du domicile de son époux pour demander le divorce. Parlons maintenant de procédure. Comment ça se passe en termes de procédure pour un divorce contentieux? Alors, pour la question de procédure, elle est longue. Elle est longue et complexe. Mais nous allons essayer de donner quand même quelques éléments. Déjà, la procédure commence par une requête. Et cette requête est dénommée requête aux fins de divorce. Et dans cette requête, l'époux qui demande le divorce doit identifier déjà les époux, doit identifier la date et le lieu du mariage et mentionner le nom des enfants mineurs. En plus de cela, dans la même requête, l'époux qui demande le divorce doit exposer sommairement les faits qui l'amènent à demander le divorce et mettre ses prétentions, c'est-à-dire dire ce qu'il sollicite du juge, la décision qu'il entend que le juge puisse prendre à son égard. En plus de la requête, il doit joindre l'extrait de l'acte de mariage
pour déjà montrer au juge qu'il y a bel et bien mariage, et ensuite pour donner des informations par rapport au régime matrimonial des époux. Et ensuite, il faut joindre les extraits d'actes de naissance des enfants mineurs. Oui, tu Donc, précises toujours les enfants mineurs. tout à fait, les enfants mineurs. Donc, à la réception de ces documents de la requête, le juge entend la personne qui demande le divorce. Et dans cette première phase, il tente de le ramener à la raison. Entendre, c'est que le juge l'invite Oui. à discuter. Oui, puisque quand vous allez déposer votre requête, on va dire que le juge reçoit tel jour. Okay. Et tel jour-là, vous allez partir, rencontrer le juge. Et le juge va regarder la requête. Et s'il y a des observations, il va faire des observations. Mais c'est l'occasion pour lui aussi de vous ramener à la raison. S'il a la possibilité de vous ramener à la raison, il le fera. Il va vous conseiller et il va donner en tout cas des justificatifs qui puissent vous faire marche arrière. Maintenant, si la personne persiste, le juge convoque maintenant les deux dans une audience qu'on appelle une audience de conciliation. Et pendant l'audience de conciliation, le juge a deux objectifs. Le premier objectif, c'est tenter de réunir ou du moins de concilier le couple afin qu'ils abandonnent leur projet de divorce. Si cet objectif n'est pas atteint, le deuxième objectif du juge, c'est de dédramatiser le divorce. De telle sorte que même s'il y aura divorce, que ça ne soit pas dans la guerre, que pour l'intérêt des enfants, le couple quand même arrive à avoir un divorce simple dans lequel le respect mutuel va toujours exister. Oui. Voilà. Donc, c'est les deux objectifs. Si le juge arrive à concilier les deux, il prend une ordonnance de conciliation et la procédure est finie. On vous renvoie à la maison. Voilà. Maintenant, si le juge n'arrive pas à concilier les deux, il prend une ordonnance de non-conciliation et invite l'autre époux, l'époux qui veut le divorce, là, à assigner l'autre maintenant au fond. En réalité, la procédure de divorce commence maintenant à ce niveau. Et à ce niveau, il y aura les débats au fond. Si vous avez des avocats, les avocats vont intervenir avec les éléments de preuve. Chacun va ça se passe devant toujours le juge. Oui, devant le juge. Chacun va exposer les faits et c'est la défense que chacun a. Et le juge, au regard de tout ça, va prendre maintenant une décision. Mais il faut savoir qu'à l'issue de ces débats, le juge peut prendre 4 décisions. La première décision, c'est le rejet. Il peut rejeter la demande et refuser le divorce. Ça, c'est le premier point. S'il a des éléments qui lui permettent de rejeter, il le rejette. Le deuxième point, le juge peut condamner ou du moins prononcer le divorce au tort exclusif. Ça veut dire qu'il prononce le divorce, mais il dit c'est par la faute de un tel que le divorce est arrivé. Ça veut dire on trouve un coupable au divorce. Okay. La troisième décision qu'il peut donner, c'est ce qu'on appelle le divorce au tort partagé. Il dit voilà, le divorce est venu, mais c'est pas la faute de vous deux qu'on est arrivé au divorce. Et la quatrième décision, c'est il a la possibilité de prononcer le divorce sans tort. Il ne dit pas un tel a tort, un tel a raison. Non, il prononce juste le divorce. Généralement, c'est dans les cas où on parle d'impuissance ou d'infertilité médicalement constatée. Bon, là, c'est la nature qui a fait son travail. Donc, du coup, c'est difficile de dire un tel a tort, un tel a raison. Donc, il se garde et s'abstient de dire un tel a tort ou un tel a raison. Voilà. Donc, voici la procédure. Oui, ce que je dois préciser, c'est que pendant la période de conciliation, le juge a la possibilité, s'il sent que vous pouvez repartir ensemble, il a la possibilité de surseoir sa décision. Il vous donne 3 mois d'aller réfléchir. Et au bout des 3 mois, s'il juge nécessaire de vous donner encore 3 autres mois, il peut le faire. Donc, en gros, il peut retarder sa décision de conciliation déjà de 6 mois. Et il a la possibilité aussi de faire intervenir des personnes ressources comme les conseillers matrimoniaux et d'autres personnes qui ont la capacité quand même de conseiller un couple et de leur permettre de se retrouver. Comme quoi, même les juges ne veulent pas du divorce. Tout à fait. Sauf quand c'est vraiment nécessaire. Oui, c'est plus facile de se marier que de divorcer. Oui, tout à fait.
Alors, Olivier, maintenant parlons du divorce contentieux toujours. Quels sont les effets du divorce? Alors, les effets sont à plusieurs étapes. Déjà, entre les époux, quand le divorce est prononcé, chacun retrouve un statut différent du statut dans lequel il était. Oui. Les époux ne seront plus des époux, mais des personnes divorcées. Donc, ils acquièrent un statut de personne divorcée. Et à travers ce statut de personne divorcée, ils ont la possibilité de se remarier. D'accord. Donc, alors, Olivier, on revient sur les effets du divorce. Quels sont en fait les effets du divorce contentieux? Alors, les effets du divorce contentieux s'analysent en plusieurs étapes. La première étape déjà, ou du moins la première phase, c'est entre les époux eux-mêmes. Okay. Parce que quand le divorce est prononcé, les époux sont déclarés divorcés. Donc chacun change de statut. Donc l'un ou l'autre a la possibilité de se remarier. Ouais. Et la deuxième étape, c'est, ou du moins la deuxième phase, c'est l'effet concernant même les enfants. Voilà. Donc en ce moment, on va décider de la garde des enfants. Si les époux s'entendent pendant le divorce, ils peuvent décider d'avoir une garde partagée ou de confier la garde des enfants plutôt à l'un des parents. Okay. Maintenant, ils vont décider aussi de la pension alimentaire parce que l'époux qui garde les enfants doit quand même avoir un accompagnement et on doit lui reverser une pension alimentaire. Donc le juge va décider de la pension alimentaire. Concernant les époux encore, si le divorce a causé un préjudice certain à l'un des époux, l'époux indulgent, l'époux que le juge n'a pas déclaré fautif, peut demander des dommages et intérêts. Ah oui. Oui. L'époux peut demander des dommages et intérêts afin qu'on puisse l'accompagner dans sa nouvelle vie. Surtout si l'époux dont je parle n'a pas été fautif dans l'avènement du divorce. Okay. Voilà. Et pour ce qui concerne les biens, selon les régimes, on va procéder au partage des biens et chacun organise sa vie de son côté. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Et je sais que dans la procédure, tu as parlé surtout d'enfants mineurs. Donc, la garde des enfants mineurs, c'est vrai que ça, c'est un autre thème. Ce sont des enfants mineurs qu'on regarde plus en termes de, tout à fait, de divorce. Tout à fait. Sinon, les majeurs, non, peuvent choisir. Ils sont déjà majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, quand on parle de garde, parce qu'il faut le préciser aussi, c'est pour les enfants mineurs. D'accord. Voilà, ce sont les enfants mineurs qui ne peuvent pas décider, par exemple, de partir avec maman ou de partir avec papa. Le juge décide pour eux et selon leur intérêt. Ils regardent plus l'intérêt des enfants. C'est pas parce que le papa est plus riche que la maman qu'il va donner la garde au papa. Non, il analyse beaucoup d'éléments et il prend une décision objective en fonction de l'intérêt des enfants. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, pour ce thème. Je pense qu'on en a fini en tout cas avec le divorce. Sur trois semaines, on a développé ce thème-là, le divorce par consentement mutuel, le divorce contentieux. On a parlé des procédures, même si on préfère le mariage. Donc, il faut bien qu'on parle du divorce aussi. Et quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand vous n'en pouvez plus du tout, bon, il faut y passer tout simplement pour se libérer. Merci beaucoup, Olivier, pour ces informations. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, pour votre attention. On marque une petite pause et nous poursuivons avec l'aventure du jour. Cette fois-ci, nous recevons des annonceurs sur ce plateau. Nous sommes à présent avec Rachel Clémence Lankwande. Elle est la présidente de l'association TINFI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, donc, Madame Ginette Michel Cabouré, née Cabré. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de l'association TINFI. TINFI, ça signifie quoi déjà, Madame Lankwande? TINFI, c'est en langue nationale goumaché qui signifie levons-nous. Levons-nous. Oui. Ok. Et que fait justement votre association? Ok, TINFI œuvre dans la promotion de l'autonomisation du moyen de la jeunesse
et également dans l'autonomisation de la femme déplacée à travers des activités que nous menions très souvent dans le Sahel. Et au-delà de ça, nous intervenons dans la santé sexuelle et reproductive également. Ok. Et beaucoup plus, c'est au Sahel que nous intervenons. Mais avec actuellement la situation sécuritaire qui ne nous avantage pas du tout, bon, nous sommes en train de recentrer nos activités au centre. Quand vous parlez d'intervenir, c'est en termes de projets au profit de ces femmes-là ou des formations? Oui, en termes d'activités telles que des formations en saponification, techniques de séchage de légumes, voilà, des formations en autonomisation de jeunes, en technique de recherche d'emploi, c'est ce que nous faisions. D'accord. Voilà un peu. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Journée internationale de l'amitié. Alors, je donne la parole à Madame Kabouré pour commencer. La Journée internationale de l'amitié, pourquoi vous l'avez initiée? Alors, il faut rappeler que c'est la première édition cette année. C'est une journée qui a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies depuis 2011 pour justement faire face aux problématiques d'envergure mondiale que nous connaissons pratiquement dans presque tous les pays, notamment la pauvreté, les violences, les violations des droits de l'homme et les différentes autres sortes de crises que nous connaissons. Et votre association a décidé de marquer cette journée-là par des activités. Quelles seront les activités au programme? Alors, plusieurs activités sont prévues pour la commémoration de cette première édition de la Journée internationale de l'amitié qui se déroulera les 29 et 30 juillet ici à Ouagadougou. Alors, le 29 juillet, notamment à partir de 11h, nous aurons un reboisement au sein de l'université Joseph Kizerbo. Pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de la salle Pessut. Et il y aura aussi une rue marchande avec des expositions de tout type. Il y aura la présence d'institutions privées et publiques aussi. Aussi la présence des communautés étrangères vivant au Burkina. Il y aura aussi, bien sûr, de quoi boire et manger à côté, pour ceux qui le désirent. Et le 30 juillet, toujours à 9h, mais cette fois-ci à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, il y aura la cérémonie commémorative et suivi du panel sur le thème la culture de l'esprit de tolérance à travers l'amitié. Alors, un thème retenu donc, pour un panel et la cérémonie commémorative, Madame Lampandé. Et qui est-ce que vous invitez à cette cérémonie commémorative? Ok, bon. Qui nous invitons premièrement, c'est d'abord les associations œuvrant dans la promotion et de la paix, la promotion de la paix, des ONG, des ambassades, des communautés étrangères vivant au Burkina, des étudiants, tout le monde, parce que nous sommes concernés. Voilà. Pour vous, c'est quoi en fait, qu'est-ce que vous recherchez en marquant cette journée au Burkina? Ce que nous recherchons en marquant cette journée, c'est la cohabitation pacifique entre nous, les communautés internes et également les communautés externes vivant avec nous. Parce que la cohabitation n'est pas évidente. Nous voyons de part ou d'autre, intercommunautairement, nous avons des difficultés souvent à cohabiter, dû non seulement au déplacement des personnes, dû par rapport à la crise, et au-delà de ça, nous avons du mal à accepter nos cultures. Donc, bon. L'objectif, c'est de chercher à ce qu'on se comprenne, qu'on comprenne chacun dans sa diversité. Voilà un peu. Qu'on se comprenne. Alors, pour marquer justement cette journée, il me semble que dans les activités, il y a une soirée culturelle, n'est-ce pas? La soirée culturelle se passe où? D'accord. Nous avions en tout cas prévu la soirée culturelle, mais nous savons tous que le pays traverse des moments difficiles. Donc, nous n'avons pas pu mobiliser assez de fonds pour cette soirée culturelle-là. Donc, nous avons préféré la ramener pour les prochaines éditions. D'accord. Donc, reboisement à l'université Joseph Kizerbo. C'est ça. Ça, c'est pour le combien? Le 29, à partir de 9h. Ok. Donc, après le reboisement, il y a le panel le lendemain, la cérémonie commémorative à partir, l'arrivée à 8h30, à partir de 9h, on commence pour être à l'heure. Ok, et ça se passe où? À la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères.
Merci beaucoup. Alors, Rachel, quel serait votre invite à l'endroit des populations burkinabées concernant la journée internationale de l'amitié commémorée par l'association TNF? Alors, nous invitons tous les Burkinabés et toutes les communautés sœurs qui vivent au Burkina Faso à participer massivement à cette première édition de la journée internationale de l'amitié, parce que nous pensons que l'amitié c'est donner, l'amitié c'est écouter, l'amitié c'est aimer, l'amitié c'est soutenir, et nous pensons que c'est de cela que le Burkina a besoin pour mieux se porter. Mot de fin, Madame Nankwande? Bon, aussi c'est de remercier Savane Média, remercier tous nos partenaires, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité, et remercier tous ceux-là qui ont accepté d'une façon ou d'une autre d'accompagner cette activité pour sa première édition. Ok, merci bien, nous on vous souhaite. Peut-être nous rappeler les contacts pour terminer, parce que nous notifions aussi que les stands sont toujours disponibles pour ceux qui sont. Qu'est-ce qu'on peut exposer? Du tout, il y a des expositions d'œuvres d'art, il y a des expositions de mets locaux, il y aura aussi des institutions privées et publiques comme nous l'avons signifié, et aussi la présence des communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Donc c'est tout cela. Et comme je l'avais dit, surtout et encore à manger et à boire. Et c'est important. Le contact alors. Voilà, le contact, nous avons le 71 51 78 27 ou le 64 58 04 25. Peut-être je répète une dernière fois, le 71 51 27 78 27 plutôt, ou le 64 58 04 25. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Nous on vous souhaite une excellente journée internationale de l'amitié commémorée à partir du 29 et 30 juillet. Merci bien. On s'arrête ici pour l'entretien avec nos invités. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui également. On se dit à demain. Portez-vous bien.